première année, ça a été très pénible. J'ai fait 17 000 de revenus avec 20 000 de dépenses. Fait que ça va pas bien dans ce temps-là. Deuxième année, ça a mieux été. Troisième année. Et à ma quatrième année, ça allait super bien. Je pense que j'avais vendu 42 propriétés. Et j'ai vu l'industrie du marketing de réseau. Et j'ai tombé en amour avec cette industrie-là. Fait que j'ai lâché l'immobilier pour m'enligner vers le marketing de réseau. J'ai fait ça pendant 12 ans et je suis revenu à l'immobilier en 2017. Le médecin il me dit, dans ta malchance, t'es chanceux. Si ça aurait été un autre cancer, ben là, ça aurait été plus dommageable. Pendant que je faisais mes traitements puis mes injections, tu deviens ami avec les personnes qui sont à côté de toi, qui se font injecter là, pendant des heures. Et la demoiselle qui était à côté de moi, elle, c'était le cancer du cerveau. Elle me disait, Jonathan, elle dit, moi, c'est sûr que je vais mourir. Comment annoncer à mes 3 enfants que maman sera plus là? Quelques semaines après, dans le journal, j'ai vu sa photo qui était décédée. Fait que ça, tu sais, comme le shit. C'est sûr que le marketing de réseau, ton but, c'est de recruter d'autres gens qui veulent avoir leur propre micro-entreprise puis font la même chose. Donc, moi, ce que je faisais, exemple, j'arrivais à l'épicerie, je prenais toutes les cartes d'affaires sur le board puis j'appelais tout le monde. T'es ouvert à l'opportunité, t'es ouvert à l'opportunité. Fait que t'appelles des gens qui n'ont aucune idée puis t'es recrutes pour l'opportunité. Fait que je recrutais tout le monde. Si je vais au restaurant, je recrutais le serveur. Si je vais au McDonald's, je recrutais le pompiste. Partout où j'allais, je recrutais tout le monde. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, un autre épisode simplement pour vous, pour amener plus de valeur dans votre business, élever votre business, elevate baby. Plus tard, on va parler de la conférence aussi qu'on organise le 15 février, la plus grande conférence immobilière pour les courtiers immobiliers et les courtiers hypothécaires pour la première fois. Les deux domaines s'unissent. Aujourd'hui, j'ai un grand patron de l'immobilier, Jonathan Saint-Pierre. Jonathan, merci, tu viens de loin, c'est 1 heure de route pour venir ici, donc j'apprécie. On fait 6 tôt le matin pour amener la valeur pour vous, guys. Donc, prenez un crayon et un stylo. Prenez des notes parce que ça va être un podcast puissant. Merci, Jonathan, d'être ici avec nous. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Ça va super bien. En pleine forme. En pleine forme, right? Jonathan, pour récapituler un peu ta carrière, en quelques mots, ça fait plus de 21 ans que tu pratiques l'immobilier. Tu as commencé dans les années 2002. Exact. En 2002, je suis arrivé ici au pays. Okay. Ça veut dire ça? 2002, janvier 2002, je suis arrivé ici. En janvier, je suis arrivé et puis j'ai vu plein de neige pour la première fois de ma vie. Puis pendant ce temps-là, toi, tu étais courtier déjà. Donc, c'est insane. Par la suite, tu as fait, je crois, 4 ans dans l'immobilier. Tu es sorti pour faire du marketing de réseau. J'ai très hâte de parler du marketing de réseau. Comme je te dis, off-camera, si j'aurais été bien entouré, j'aurais fait du marketing de réseau parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Tu as des opinions différentes qu'on va en parler également. C'est bon. Alors pour moi, je trouve que c'est positif, le marketing de réseau, parce que on apprend l'art de se vendre, l'art d'influencer la masse. On apprend à bien parler devant du public parce que c'est quelque chose que c'est obligatoire d'en faire si on veut chercher le maximum de personnes. Alors, il y a 2 choses que j'aurais aimé ça faire, Jonathan. C'est être dans le militaire, parce que j'aurais appris la discipline beaucoup plus jeune, parce que je trouve que c'est moi qui a dû m'apprendre à être discipliné, je trouve, parce que je savais que si je n'avais pas la discipline, je ne réussirais pas, mais c'est venu vraiment vers fin 18-19 que j'ai commencé à vraiment me réveiller. Mais peut-être que militaire, si j'aurais été dans le cadet, j'aurais peut-être appris à faire mon lit plus jeune. Alors, militaire et marketing de réseau. Sinon, Jonathan, merci d'être là encore. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, right? Tu es un chef d'équipe, donc tu as plusieurs personnes dans ton équipe, tu as tout un système en place pour les courtiers, tu fournis des leads. Donc, peu importe si vous êtes un nouveau courtier qui écoute, il y a beaucoup de choses à apprendre parce qu'on va vraiment commencer de zéro avec Jonathan jusqu'à où ce qu'il est aujourd'hui pour ceux qui sont déjà chefs d'équipe, propriétaires d'une agence. Il y a beaucoup de choses à apprendre de Jonathan. Donc, merci Jonathan. Dis-moi, qui est Jonathan Saint-Pierre? Qui est Jonathan? Donc, Jonathan, oui, ça fait depuis 2002 que j'ai ma licence de courtier immobilier. Ouais. Avant ça, qu'est-ce que je faisais? Je travaillais dans des usines. Fait que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je voulais juste gagner ma vie. Fait que j'avais une job. Je cumulais 2 jobs, 3 jobs pour être capable de faire le plus d'argent possible pour subvenir à mes besoins. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne recette. Et à un moment donné, mon frère est devenu courtier immobilier.
Puis j'ai trouvé intéressant comme métier. Puis je suis allé dans l'immobilier, mais j'étais quelqu'un de très, très timide à la base. Et je le suis encore, là. Et je me dis, OK, comment moi je vais faire? Bien, ma solution, c'est que je vais travailler 2 fois plus fort que les autres et je vais avoir des résultats. Première année, ça a été très pénible. J'ai fait 17 000 de revenus avec 20 000 de dépenses. Fait que ça va pas bien dans ce temps-là. Deuxième année, ça a mieux été. Troisième année. Et à ma 4e année, ça allait super bien. Je pense que j'avais vendu 42 propriétés et j'ai vu l'industrie du marketing de réseau et j'ai tombé en amour avec cette industrie-là. Fait que j'ai lâché l'immobilier pour m'aligner vers le marketing de réseau. J'ai fait ça pendant 12 ans et je suis revenu à l'immobilier en 2017. Amazing. Donc, premièrement, est-ce que ton frère t'a influencé parce qu'il faisait de l'argent ou t'as aimé son style de vie? C'est quoi la raison pourquoi tu t'es dit je vais rentrer dans l'immobilier au départ? À la base, mon frère m'a influencé dans beaucoup de choses, que ce soit dans les sports, tout ça. J'ai perdu mon père quand j'avais 4 ans. Fait que ça a été comme mon grand frère qui a été mon modèle. Et quand il est parti dans l'immobilier, pour moi, je l'ai regardé aller, je suis comme, waouh, c'est comme ça a l'air le fun, ce métier-là. Il est habillé propre, il parle bien. Fait que pour moi, c'était inspirant. Fait que je dis, je veux faire ce que mon grand frère fait. Fait que je suis parti là-dedans pour ça, pour le suivre. Est-ce qu'il le fait encore? Non, il ne le fait plus. Là, il vend des maisons, mais pré-usinées. Pré-usinées. Des maisons déjà faites en usine. OK, excellent. Donc, c'est comme du courtage. Courtage, mais c'est les gens qui viennent à lui au lieu de trouver la clientèle. C'est différent. Super. Puis, tu dis que tu es tombé en amour avec le marketing des réseaux. Exact. C'est quoi qui a fait que, boum, ça t'a dit, c'est ça que je veux faire? OK. C'est sûr que quand tu vois une présentation de marketing de réseau, ça a l'air vraiment le fun. Puis c'est le fun, j'ai eu du bon temps, mais tu trouves 2 personnes, qui trouvent 2 personnes, qui trouvent 2 personnes, puis tu es libre financièrement. Fait que moi, je trouvais que le concept était le fun. Tu trouves 2 personnes, puis tu es libre financièrement. Donc, j'ai démarré là-dedans et je me souviens, dans les premières semaines, j'avais recruté 300 personnes environ. Mais je me disais, OK, moi, c'était pas pour le deal d'être 2 qui trouvent 2, mais c'était juste moi qui trouvais 300 qui trouvent rien. Fait que là, ça a parti plus difficile. Comment t'as fait pour trouver 300 en si peu de temps? J'étais très, très motivé, très, très convaincant. OK. Donc, tout le monde que je connaissais, je parlais de ça, tout ça. Fait que j'étais très motivé. Et quand j'ai eu mon ascension comme ça dans le marketing de réseau, comme quelques mois après, ben là, j'ai appris que j'avais le cancer. Fait que ça l'a freiné comme mon élan. Là. Ça a été un départ un peu difficile. Là. Donc ça m'a frappé aussi pendant que tu disais devant comme quoi 300 personnes ton événement. Ouais. Il y avait environ ça. 227 pour être exact. On va l'arrondir ça à 300. Alors, tu vois, en plus, tu es une personne timide, donc du fait que tu as fait vraiment une job exceptionnel, tu as vraiment bien fait, bravo en passant. Merci, puis, il n'y a pas beaucoup de choses qui me touchent, mais ton histoire me touche chaque fois que tu t'en parles parce que n'importe qui peut avoir le cancer, n'importe qui peut tomber de vraiment haut, pas à cause de lui, mais plutôt ça vient chez toi. Le cancer t'apprend, boum, tu as toujours bien fait les choses. Tu peux être le gars le plus santé possible, tu peux être le gars qui s'entraîne tous les jours, mais en plus, tu faisais de la musculation, tu avais une shape de malade, et boum, jamais on peut penser que quelqu'un qui est en santé, qui prend soin de lui, il peut avoir le cancer, puis quand ça frappe, ben, tu n'as aucun contrôle. Donc, ça me touche énormément. J'ai presque eu des larmes pendant que tu parlais de ton histoire. Alors, comment tu l'as combattu, bien sûr. Exact. Un an de chimiothérapie. Un an de chimiothérapie. C'est quoi le mindset que tu as eu pour dire, you know what, je ne vais pas me laisser le cancer m'emporter, je ne vais pas me laisser cette chose-là me détruire? Parce que moi, honnêtement, si j'ai quelque chose qui m'arrive, pour vrai, aussi fort que je me dis que je suis, je ne sais pas comment je vais prendre. Tu vois? C'est ça. C'est sûr que on entend beaucoup parler du cancer, on entend beaucoup parler de la chimio, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi. Et je me souviens, j'avais un lockis dans le cou qui avait poussé, puis ça poussait vraiment rapidement. Puis ma femme m'a dit, va consulter. Puis là, je dis, non, c'est pas nécessaire, je suis juste fatigué, puis je fais le pas. Je pensais que j'avais une mononucléose. Donc, là, elle me dit, va consulter. Fait que je vais consulter, puis là, ils font une biopsie, fait qu'ils prélèvent un bout, justement, du ganglion. Puis là, ils me disent, c'est un rendez-vous pour savoir le résultat le vendredi à 4 heures. Je dis, parfait. Fait que là, je me rappelle, j'étais allé avec ma mère au rendez-vous, parce qu'il me disait d'être accompagné. Fait que là, j'y vais. Puis le médecin, je m'assois, puis en 1 seconde et demie, il dit, bon, M. Saint-Pierre, vous avez le cancer, vous commencez la chimio mercredi prochain. Direct comme ça, là. Puis là, ton cerveau, il devient comme un peu sur le cruise control. On dirait qu'il y a un gros nuage qui se forme, puis tu
comprends plus. C'est quoi ça, la chimio? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'ai dit, OK, on va faire la chimio. Puis je me rappelle, j'avais un client à rencontrer pour le marketing de réseau à 6 heures. Puis j'étais allé rencontrer mon client quand même. Puis je me souviens, là, c'était au mois de novembre environ, puis il neigeait, j'étais sur les pneus d'été, puis j'étais comme, my God, c'est quoi qui se passe avec ma vie? Là? Puis je suis allé voir le client, j'ai fait mon pitch de vente, j'ai closé le client. Puis mon bon ami Tommy, il m'appelle, il dit, Pipi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai closé le client. Je dis, non, il ne parle pas le client, il dit, le médecin, ah, j'ai le cancer. Fait qu'on dirait que j'étais comme, j'avais pas réalisé encore, tu sais. Puis le lundi suivant, l'infirmière pivot en oncologie, elle m'appelle, elle dit, Monsieur Saint-Pierre, on s'est trompé de dossier. C'est pas malin, c'est bénin, fait que vous n'avez pas le cancer. Puis à l'époque, c'était en 2007, fait qu'il n'y avait pas le Facebook ou ça. Fait que là, j'appelais tous mes amis, tout ça. J'ai pas le cancer, j'ai pas le cancer, j'ai pas le cancer. Le mardi, elle me rappelle, elle dit, Monsieur Saint-Pierre, c'était vraiment votre dossier. On est vraiment désolé. Vous avez le cancer. C'est vrai qu'il voulait te faire un coup, là. Ben, c'était la montagne russe émotionnelle. C'était au bas. Puis là, j'étais comme, oh my God, OK. Fait que là, je commençais la chimio le mercredi. Là, j'arrive en oncologie. Et quand tu arrives, ça va vite. Là. Ils disent, OK, dans la prochaine demi-heure, tu vas rencontrer une diététicienne pour te faire une diète. Tu vas rencontrer l'infirmière, tu vas rencontrer le médecin. Puis là, ils me disent, on va te commencer tes traitements. C'est 5h30 d'injection. Puis tu restes assis là, puis on t'injecte. Puis l'infirmière, elle me dit, si ça fait trop mal, parce que c'est comme s'ils t'injectent du poison, la chimio, là, faites juste nous le dire. Mais moi, je suis un gars, là. Moi, je suis tough. Là. Fait que là, ça faisait mal, puis ça brûlait. Puis à un moment donné, j'ai comme tombé d'un pomme tellement que ça faisait mal. Puis j'ai eu une phlébite, une brûleuse chimique, parce que toutes mes veines ont été brûlées, parce que le débit était trop fort. Fait que, tu sais, moi, je pensais comme trop mal, c'était trop mal, mais elle a dit, dans le fond, c'est si ça faisait mal. Là. Fait que là, ça a commencé rough quand même. Et après ça, vu que mes bras étaient brûlés par la chimio, ils m'ont posé une valve au cœur pour m'injecter directement la chimio. Donc, fait que ça a parti comme ça. Fait que une cicatrice? Ouais, une grosse cicatrice là, que la valve était. Et il y a une phrase que je m'ai accrochée après cette phrase-là. Le médecin il me dit, d'ici 1 an, tu vas être guéri. J'ai dit, OK. Fait que moi, j'ai juste focusé sur ça. Dans 1 an, tu vas être guéri. Fait que moi, je faisais comme le décompte. OK, ça s'en vient. Fait que j'ai fait 12 traitements de chimiothérapie. Puis après 1 an, puis je me souviens quand je suis allé voir l'oncologue, puis il m'a dit, t'es en rémission, t'es correct. Je suis sorti, puis je voyais les rayons de soleil comme si je venais de renaître. Là. C'était comme, alléluia. Comme, je tripais vraiment. Et les chances que des fois, ça ne marche pas, je pense que c'est ça que j'ai entendu, que la chimio, c'est pas un 100% garanti que tu peux combattre le cancer. Est-ce que c'est vrai ou c'est garanti que ça termine? Moi, j'ai eu le cancer de Hodgkin. Okay. Le Hodgkin, il se guérit à 92%. Okay. Donc, le médecin il me dit, dans ta malchance, t'es chanceux. Si ça aurait été un autre cancer, ben là, ça aurait été plus dommageable. Pendant que je faisais mes traitements puis mes injections, tu deviens ami avec les personnes qui sont à côté de toi, qui se font injecter là, pendant des heures. Et la demoiselle qui était à côté de moi, elle, c'était le cancer du cerveau. Puis elle me disait, j'entends, elle dit, moi, c'est sûr que je vais mourir, mais comment annoncer à mes 3 enfants que maman ne sera plus là, tu sais? Puis quelques semaines après, dans le journal, j'ai vu sa photo qui était décédée. Fait que ça, tu sais, comme shit, ça, c'est tough, là. Ouais, je comprends. Et c'est quoi ce cancer que tu as eu? Hodgkin, cancer ganglion, dans le cou, là, le système lymphatique. OK. Puis ça fait quoi si mettons que tu ne l'aurais pas pris soin? Bien, si je n'aurais pas pris soin, je serais mort. OK. Automatique, oui, exact. On l'a pris juste au bon timing, là. Okay. Parce qu'il grossissait vite, là, de semaine en semaine. Là. Et y a-t-il des raisons pourquoi on peut l'avoir, ce cancer? Ou? Ils disent que c'est le cancer des gens, des professionnels, des gens du surmenage. Souvent, quand on en veut trop, là. C'est comme le stress. Oui, c'est ça. Souvent, c'est les professionnels qui ont ce cancer-là. Ouais. Burn-out et tout. Donc, ça vient chercher dans le corps. C'est ça. Tous les radicaux libres qui t'attaquent, puis ton système qui s'encrasse. Donc, le mindset que tu as eu, c'est que, OK, dans 12 semaines, dans 12 mois, par exemple, ça va être guéri. Exact. Donc, tu le voyais positivement, puis ça t'a aidé aussi. Est-ce que pendant ce temps-là, est-ce que tu travaillais? Est-ce que tu faisais le courtage? Non, c'est ça. Je n'étais plus courtier. Donc, je faisais le marketing de réseau. Tu le faisais alors? Oui. Puis, qu'est-ce que je faisais? Si je me souviens, j'avais une débarbouillette d'eau glacée dans le front pour faire mes appels, pour être capable de closer des clients quand même, parce que je devais manger, je devais quand même payer mes billes. Puis, il y a un médicament qui s'appelle le Neupogène, qui est un traitement avant les traitements de chimio. Fait qu'à chaque semaine, je devais m'injecter ce produit-là pour monter mon système immunitaire. Puis c'était 600 $ par semaine. Et c'est pas couvert par l'assurance maladie. Okay. Fait que là, je devais sortir 100 $ par semaine quand tu n'as pas de revenus. Ma femme était aussi travailleur autonome, donc elle n'avait plus de revenus parce qu'elle me supportait dans la maladie, tout ça. Donc, ça a été tough. Fait que je devais closer quand même des clients pendant mes traitements. Je
me souviens, j'étais vert, là, puis j'avais des barbouillettes dans le front. Puis j'ai pas le choix. Faut que je le fasse. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps pour que tu commences à faire de l'argent durant ce temps-là? Ben, j'en faisais juste assez pour Juste subvenir à assez, mes ok. besoins, mais j'ai fait faillite pendant cette année-là. C'est quoi le produit que tu vendais comme dans le marketing de réseau? J'ai vendu des vitamines, j'ai vendu des produits écologiques, j'ai vendu de la téléphonie. J'ai fait 4 compagnies en 12 ans. Parlons de marketing de réseau. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et présentement, avec le courtage aussi, c'est intégré dans le courtage maintenant, avec certaines agences. Donc, est-ce que toi, t'es plus positif, t'es plus négatif? C'est quoi ton idée derrière ça? Parce que veux pas, ça t'a donné, la personne que tu es aujourd'hui, c'est aussi grâce au marketing des réseaux. Il y a beaucoup de monde qui ont vraiment réussi grâce au marketing des réseaux. Ils ne sont pas nécessairement dedans. Par exemple, je peux nommer certains noms, Maxime Butera, Asmax, Tom Poulain. C'est du monde qui excellent à travers... Ils ont pratiqué le marketing des réseaux, puis maintenant, aujourd'hui, ils excellent dans leur domaine respectif. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages de rentrer là-dedans. C'est quoi ton opinion? Mon opinion, j'ai fait ça pendant 12 ans. Ouais. Puis je crois que ça a été la meilleure école côté leadership, côté dépassement personnel. Le marketing de réseau m'a emmené à un autre niveau. Quand j'étais courtier dans ma première vie de courtage, si j'avais continué, je ne serais pas le courtier que je serais aujourd'hui. C'est grâce au marketing de réseau que je suis rendu comme ça. J'ai donné plein de conférences. J'ai travaillé sur moi. J'ai eu les montagnes russes, des hauts et les bas. Ce que j'ai trouvé dommage dans le marketing de réseau, c'est que tu n'as pas le contrôle de ton entreprise. Je t'explique. Exemple, j'atteignais l'avant-dernier niveau de la compagnie, puis la vie était belle, tout ça. La compagnie, souvent, décidait de changer le plan de rémunération. Puis je passais d'un salaire X qui était bon à un salaire qui était plus bon. Je rebâtissais pour avoir un bon style de vie. La compagnie décidait de changer le plan de rémunération. Fait que ça m'est arrivé maintes et maintes reprises. Et c'était toujours à recommencer. Puis quand tu n'as pas un mindset qui est fort, si la compagnie change le plan puis les revenus baissent, ben tu perds tous tes leaders parce que les autres ils disent c'est comme ça, on va aller dans une autre compagnie. Fait que j'ai perdu mes équipes souvent. Puis c'est pas juste des équipes, c'est des amis, c'est des relations. Puis si toi, tu es dans une compagnie puis ton ami va dans une autre compagnie, ben ton ami d'aujourd'hui devient ton ennemi parce que lui, son seul but, c'est de recruter maintenant ton équipe. Donc, j'ai perdu des bons amis à cause de ça. Fait que ça a été tough. Est-ce que ça, c'est dans des petites compagnies ou ça peut arriver aussi dans les grosses compagnies multinationales? Oui. OK, vraiment. OK. Alors, donc, son opinion est un peu neutre, right? Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Exact. Il y a des super de bons côtés. Puis il y a des côtés qui m'ont... Comme la dernière compagnie que j'ai faite, là, j'étais sur un momentum de fou. Là. J'avais des contacts à travers le Canada, les États-Unis. Donc, j'avais recruté des bons leaders. On avait une croissance comme du jamais vu au Canada. Puis du jour au lendemain, la compagnie a dit « Ah, on va changer le plan. » On a tombé à des gros revenus, à comme presque rien. Là. Puis j'ai tout perdu mes équipes. Là. Tout. Fait que pour moi, ça a été comme le début de la fin pour le marketing de réseau. C'est quoi les qualités qu'on apprend dans le marketing de réseau? Je trouve que ça permet d'améliorer notre leadership, de savoir comment bien parler et tout. Donc, de ton côté à toi, qu'est-ce que ça t'a permis de vraiment maîtriser? Okay. C'est sûr que tu deviens un roi de la prospection. Là. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'apprenne vraiment dans la prospection? La prospection, c'est sûr que le marketing de réseau, ton but, c'est de recruter d'autres gens qui veulent avoir leur propre micro-entreprise puis ils font la même chose. Donc, moi, ce que je faisais, exemple, j'arrivais à l'épicerie, je prenais toutes les cartes d'affaires sur le board puis j'appelais tout le monde. T'es souvent une opportunité, Fait que tu appelles des gens qui n'ont aucune idée puis tu recrutes pour une nouvelle opportunité. Fait que je recrutais tout le monde. Si je vais au restaurant, je recrutais le serveur. Si je vais mettre du gaz, je recrutais le pompiste. Partout où j'allais, je recrutais tout le monde. Tout le temps. Si on a ce mindset, je pense qu'on peut réussir dans n'importe quel domaine parce qu'on est vraiment intense là-dedans puis on pense qu'à ça. Un peu comme moi dans le courtage. Je pense qu'à ça. Donc, évidemment, ça reflète un peu dans le succès que j'ai. OK, donc tu parles tu parles à tout le monde de recrutement. Maintenant, c'est sûr qu'ils t'apprennent à bien faire les approches. Ils t'apprennent à comment avoir les conversations, de ne pas avoir de gêne. Parce que des fois, je vois certaines personnes, autant au sein de mon entreprise qu'à l'extérieur, que c'est difficile de prendre le téléphone. C'est difficile d'appeler un numéro inconnu, de parler avec une personne qui n'est pas nécessairement quelqu'un qu'on connaît.
Alors, c'est quoi le mindset? C'est quoi qui t'apprend pour dire, OK, de passer par cet obstacle, de faire l'appel quand même? Ben, au début, on le faisait pour eux. Fait qu'exemple, je me rappelle, là, je partais de la Rive-Sud de Montréal, puis j'allais à Gatineau, puis on louait une salle, puis on dit, on fait des appels. On fait des blocs d'appels toute la journée. Fait que tout le monde arrivait avec 100 numéros, des gens qui connaissent, des amis, de la famille, tout ça. Puis au début, j'appelais pour eux. Puis bon, j'ai eu votre nom-référence par M. Untel, êtes-vous voir un projet? Puis une fois qu'ils voyaient que je le faisais, ils refaisaient le même script, puis eux, ils le faisaient. Puis là, tu sais, comme je partais pas tant qu'ils n'avaient pas fait leur appel, là. Je comprends. Ouais. Donc, c'est des références, en fait. Ouais. Des références. Donc, c'est pas des appels à froid. Ben, moi, j'étais rendu aux appels à froid parce que j'avais plus de référence. Là. J'appelais OK. tout le monde. Mais eux, au début, on servait des contacts des gens pour creuser, dans le fond, les références. Parce que c'est toujours plus facile un contact qui est chaud ou un contact tiède qu'un contact froid. Là. Une des meilleures stratégies que je donne à ceux qui veulent faire du appel à froid, c'est quand tu appelles la personne, tu as une bonne conversation, tu as bien filé la personne, demander 3-4 personnes comme référence. Alors, la prochaine personne que tu appelles et qui vient de l'autre personne, évidemment, tu dis simplement hey, ça a été référé par Jonathan, est-ce que vous avez quelques minutes? C'est sûr et certain qu'ils ont l'ouverture. Présentement, on est en vente de billets. on a besoin de remplir 1000 personnes. Donc, hier, j'étais avec un de mes courtiers. J'ai dit, écoute, man, si tu as vraiment de la misère à appeler tout le monde inconnu, c'est pas habitué, c'est correct. Alors, demande 3-4 références à cette personne que tu viens de parler, que tu connais bien, que tu as été vraiment bien à l'aise. Et les trois prochaines personnes que tu vas appeler, bien sûr, tu as juste à mentionner leur nom et ça va être vraiment plus facile, puis ils vont avoir une ouverture. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est quelque chose que vous apprenez dans le marketing des réseaux, d'aller chercher des références? Ben, on fonctionnait que par référence. Ça fait qu'on faisait tout ce qu'on pouvait pour avoir le plus de numéros, faire le plus de contacts. Tu dis, j'aurais été bon dans le marketing. J'aurais été bon. Le point négatif, quand tu veux prospecter tout le monde, c'est quand je t'ai invité à une fête d'amis, je voulais recruter tout le monde. Donc, après, les gens, ils ne m'invitaient plus aux fêtes d'amis parce que j'étais trop gossant. C'est pour ça. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai un peu été échaudé. J'ai fait mes 12 ans, je suis content, j'ai appris énormément, mais pour moi, c'est quelque chose que je ne ferai plus jamais. Quand il ne faut pas dire jamais, là, mais là, je te dis jamais. Je comprends que toi, de ton côté, tu étais vraiment plus intense. Ouais. Mettons que tu savais un peu balancer les choses, ça aurait été peut-être différent, non? Dans le réseau, il faut que tu sois commit. Commit, hein? OK, je vois. Maintenant que cette industrie vient de rentrer dans le courtage immobilier, il y a EXP, il y a Real aux États-Unis qui va peut-être probablement venir ici, qui a le même système, puis il y en a sûrement d'autres qui commencent. Qu'est-ce qu'il faut peut-être faire attention, ceux qui sont déjà dans ce réseau? Parce que, tu veux pas, peut-être une des raisons que tu me disais, c'est que qu'est-ce que tu as aimé le moins, c'est que tu as un bon chum qui part d'une compagnie à l'autre, puis après ça, il essaie de recruter ton monde. Exact. Ça peut affecter personnellement parce que tu es comme, man, c'est mon ami, pourquoi tu fais ça? Genre, c'est mon monde que j'ai travaillé fort pour les avoir. Puis maintenant, parce que tu es dans une agence, là, tout est permis. Exact. Les principes, les valeurs restent les mêmes. Donc, selon toi, on a beaucoup de gens autour de nous qui sont dans des réseaux comme ça. C'est quoi le meilleur conseil ou ton opinion que tu aimerais partager, Jonathan? C'est comme on disait tantôt. Si, exemple, moi j'ai une équipe, on a plusieurs courtiers, puis j'ai des gens dans des panières qui sont un modèle comme XP pour recruter. Mais si les gens inbox mes courtiers pour les inviter à des événements ou quoi que ce soit, dans ma tête, c'est plate parce que c'est comme je peux perdre des amitiés à cause de ça. Là. Parce que c'est dur de bâtir une équipe, c'est dur de garder tes courtiers, mais quand tu as un facteur externe qui essaie de les emmener ailleurs, ben c'est plate. Là. Effectivement. Mais par contre, quand tu te challenges un peu, quand, mettons, j'organise un événement, mon objectif, c'est de remplir la salle, right? Ouais. Donc, mon intention, bien sûr, c'est de recruter, mais aussi d'amener de la valeur dans les conférences. On essaie d'amener de la valeur également parce que s'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de recrutement qui peut être possible à la fin. Donc, on touche un peu tout le monde. Puis ça tombe que je suis tombé dans tes courtiers à toi. Si j'ai pas nécessairement des mauvaises intentions, mais je le fais pour remplir ma salle. Non, mais ça, c'est correct parce que ton objectif, c'est de donner une valeur au courtier, puis tu as un environnement qui va être neutre. Mais si tu invites des gens à un événement de cette agence-là, puis que le but premier, c'est de recruter, c'est plus neutre. Là. C'est ça le. Je comprends. Je comprends. Donc, c'est un peu touchy. C'est ça. C'est un peu touchy. Et c'est quoi la meilleure façon de procéder, selon toi?
Mais chaque personne va y aller différemment. Tout ça, c'est juste que ça devient juste agaçant parce que moi, j'ai fait ça pendant 12 ans dans le marketing de réseau, puis je sais que c'est agaçant. Puis quand tu recrutes quelqu'un, ben c'est pas juste un courtier. Souvent, c'est des relations qui ont été bâties depuis des années, tout ça. Fait que ça fait mal parce que tu peux perdre aussi un ami. Absolument. C'est une des d'où la raison pourquoi je voulais être le plus neutre possible avec la conférence. C'est pas c'est une formation, c'est une conférence où je pousse aucun bannière, un peu comme les courtiers du Québec, on pousse aucune bannière, aucune agence. C'est ça qu'il faut. Même les sponsors qui nous demandent peux-tu pousser notre agence, je dis non, malheureusement, parce que je veux être le plus neutre possible. Je veux que tout le monde participe et qu'on puisse avoir des conversations qui sont peut-être politiquement incorrectes, qui est peut-être un peu controversée, parce que sinon, on n'a pas la chance de le faire s'il y a une agence qui pousse, même comme sponsor, parce qu'on a quelque chose à redevoir. Merci, Joe, pour avoir été transparent et honnête. C'est l'objectif pourquoi on fait ce podcast, c'est influencer les gens. On est quand même des ambassadeurs du courtage, donc on représente le courtage, puis c'est important de le faire. Tu sais, qu'est-ce qui est important aussi? Quand tu fais du courtage immobilier, ton focus, c'est de représenter ton client puis de bien vendre des maisons. Moi, c'est ça mon but dans la vie en ce moment, côté professionnel. Mais si tu donnes 2 objectifs à quelqu'un, souvent, ben, il ne performera plus d'un bar, puis il ne performera pas beaucoup de l'autre bar, puis il va être défocusé. Donc, l'être humain est facile à défocuser. Donc, c'est pour ça que mon focus, vraiment, c'est être sur le terrain, puis d'aider à avoir le plus de transactions, puis que tout se passe bien. On peut se perdre rapidement dans des systèmes comme ça, parce que... Tu sais plus c'est quoi ta mission première. Oui. Puis les humains, on aime ça avoir les choses simples, tu vois. Alors, du moment que ça devient un peu plus complexe, c'est un peu difficile. Puis des fois, tellement que tu t'es laissé aller, ton seul focus, c'est d'aller recruter du monde. Si tu fais les calculs, combien de temps ça va prendre pour avoir une liberté financière que tu aimerais avoir? Des fois, ça peut prendre longtemps. Mais en même temps, si tu ne performes pas assez, tu ne vas pas influencer assez de personnes pour rejoindre ton équipe. Donc, c'est où mettre le focus, c'est ça qui devient compliqué. Puis quand tu as des courtiers qui commencent dans l'industrie, puis tu es défocus juste un petit peu, mais là, tu vois qu'ils ne font plus les vraies activités. Là, je trouve que la meilleure façon, et ça vient de plusieurs personnes que j'ai étudiées, c'est que tu restes, mettons que tu es dans une agence comme ça ou dans un système comme ça, tu fais ce que tu as à faire, tu essaies d'être le meilleur courtier immobilier possible, tu essaies de servir le plus de clients possible. Et à force de faire ça, tu vas inspirer positivement les gens autour parce qu'ils veulent apprendre de toi. Puis ils veulent pas, ils vont te rejoindre pour cette raison. Mais parce que tu es dans le système, ça aide en même temps. Ça, c'est la meilleure façon de faire, je crois, parce que plus jeune, on m'a toujours sollicité, même influencé à commencer mon équipe plus tôt. J'ai bien fait de ne pas le faire parce que j'avais rien à leur offrir. J'avais rien à leur offrir, donc... j'aurais pu masquer en donnant des motivational talks, hein? Mais à un moment donné, les gens... ça prend d'autres choses, puis les gens vont l'apercevoir. La clientèle, ça ne rentre pas, donc je ne peux pas nécessairement donner de l'expérience ou partager le savoir. Donc, c'est d'où l'importance d'exceller dans ce qu'on fait, puis attirer positivement les gens parce que tu excelles, puis ils veulent apprendre de toi. Et si tu es dans un système comme ça peut certainement t'aider également à long terme. Maintenant, parlons de ton équipe, right? Là, t'as combien de courtiers dans ton équipe? On est 20. Vous êtes 20 courtiers dans l'équipe? Exact. Et, comment tu te sens? Est-ce que c'est ça que tu voulais faire depuis le départ quand tu étais courtier ou c'est quelque chose que tu as développé avec les années? C'est sûr que le marketing de réseau m'a amené à penser toujours bâtir une équipe. Donc, c'est comme ancré dans mon subconscient. Quand je suis revenu dans l'immobilier, mon but, c'est que je trouvais ça plate, faire de la sollicitation seul. Fait que je me dis que ça serait le fun d'avoir au moins une personne avec moi faire de la sollicitation. Fait que l'équipe a démarré comme ça. Et là, la pandémie a frappé. Et là, l'overflow de business, ça, ben, j'ai eu besoin de 2 courtiers, 3 courtiers, 4 courtiers. Fait que ça l'a grossi comme ça, comme organiquement, jusqu'à aujourd'hui 20. Et mon objectif, je ne veux pas présentement dépasser 20 courtiers. C'est mon chiffre. Je ne veux pas aller plus. Même dans 5 ans? C'est bon. Mais là, pour l'instant, c'est comme ça. J'aime mieux avoir mes 20 courtiers puis les aider à performer vraiment à un autre niveau. À chaque semaine, on regarde les objectifs, tout ça. Fait que se concentrer avec les 20-là. Mais si quelqu'un ne fait pas la job ou il ne vient pas au bureau ou il ne fait pas les appels, ben on va juste, dans le fond, lui demander de quitter puis on va trouver quelqu'un qui est vraiment engagé puis commit. Est-ce que tu pratiques en même temps? Est-ce que tu vends de ton côté personnellement? Oui, je suis toujours sur le terrain. OK, tu es toujours sur le terrain. Donc, en même temps que tu es courtier. OK, excellent.
Et comment tu fais pour balancer le tout? Parce que j'ai 12 personnes dans mon équipe, puis c'est quand même lourd de toutes les aider, répondre au téléphone. Donc, on a manque de temps, puis surtout quand on pratique aussi le métier. Exact. Alors, comment tu fais pour pouvoir balancer le tout puis d'être disponible pour tout le monde? Parce que la vérité, c'est qu'on a seulement 24 heures dans une journée. Exact. Et c'est impossible d'être présent à tout le monde. Okay. L'automne passé, quand il y a eu le changement de marché et tout ça, là, je me dis, il faut vraiment que je m'occupe bien de mes courtiers parce que j'ai beaucoup de nouveaux courtiers qui ont juste connu le COVID. Là. Donc, j'ai vraiment fait coaching, puis j'étais vraiment au bureau en coaching. Mais pendant ce temps-là, mes ventes ont ralenti, mes ventes personnelles. Ouais. Fait que là, au printemps, en janvier, je me dis, là, il faut que je sois sur le terrain. Terrain. Fait que là, je m'ai remis à vendre beaucoup de maisons. Mais là, je voyais que mes courtiers avaient besoin de coaching. Mais je dis, je ne peux pas porter les deux chapeaux en permanence. Donc, j'ai engagé un de mes bons amis, David, qui est devenu le directeur des ventes. Et lui, à chaque matin, il emmenait ça plus corporatif. Donc, les courtiers sont obligés d'être au bureau à 8h30. On a le meeting d'équipe à 8h45. On dit les bons coups de la veille, les moins bons coups de la veille. Tout le monde se motive. Puis à partir de 9h, tout le monde fait des appels jusqu'à midi. C'est rendu presque obligatoire. Là. Et ça a changé ma dynamique d'équipe, le directeur des ventes. Plusieurs questions. Ouais. Là, je suis vraiment je suis vraiment intéressé parce que c'est des choses que je suis en ce moment. C'est un peu ce que je vis. Et c'est une des raisons pourquoi les gens aiment écouter le podcast parce qu'ils voient un peu la progression, où est-ce que je suis rendu, puis mes questions viennent avec où est-ce que je suis rendu. Alors, ma question est la suivante. Donc, le directeur de vente, c'est quoi son rôle exactement? Le rôle, c'est vraiment de... Je vais te donner un exemple. Tu vas au gym. Ouais. Moi, je vais au gym tout seul. Ouais. Puis je fais la moitié de mon training, j'ai un appel, puis je m'en vais. Puis j'ai une urgence. Si tu as un coach qui est là avec toi pendant ton training, il va te dire exactement quand pousser, quoi faire, d'être là à l'heure. Puis tu arrives à l'heure parce que tu l'as payé. Là. Donc, mes courtiers, depuis qu'il est là, ils sont redevables. Fait que lui, il est là, puis il coach les courtiers, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Puis, OK, après-midi, vous allez faire du porte-à-porte. C'est juste d'être là, d'avoir une présence. Parce que le chat partit, les souris dansent. Donc, quand je n'étais pas au bureau, souvent, les courtiers n'étaient pas au bureau. Mais là, lui, il est toujours au bureau. Là. 8h30 à 4, il est au bureau. Fait que c'est juste ça que ça a changé. Ce que j'adore des podcasts aussi, c'est qu'ils apprennent toujours de nouvelles expressions. Ouais. Les chats partent, les souris dansent. C'est ça. Merci, Joe. Merci. J'adore. C'est ça. J'ai jamais entendu ça. Okay. Ouais. Alors, effectivement, donc quand il n'y a pas de supervision, quand on est travailleur autonome, surtout, exact. C'est souvent les gens, les courtiers rentrent pour avoir une certaine indépendance. Mais la réalité, avec ceux que j'ai étudiés qui ont vraiment bâti des empires, okay, vraiment des empires, je peux nommer certains comme PMML, Patrice et Sana Bensako, ils ont bâti un empire, puis si j'ai étudié leur structure, c'est extrêmement corpo. Exact. Tout est tracké, les courtiers, ils doivent être de telle façon, le marketing doit être fait de telle façon, sinon ça passe pas. Et il y a d'autres manières qu'ils laissent un peu aller les choses. Et souvent, ce que j'ai réalisé, c'est que dans les corpos, dans les entreprises de cette façon de faire, il y a beaucoup plus de gens qui réussissent, qui performent encore plus que quand on les laissait aller, quand tu peux faire tes choses de ton côté. Parce que pourquoi? Les humains, on aime ça avoir des choses à faire parce que sinon, on se perd. Exact. Qu'est-ce que tu en penses d'avoir cette façon de fonctionner versus laisser les courtiers faire ce qu'ils veulent? Bien, j'ai fait les deux modèles. Donc, dans les 3 dernières années, j'ai fait le vivre et laisser vivre. Donc, tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu es travailleur autonome. Et là, depuis fin août, on est vraiment corpo. Et c'est sûr que le changement, ça a été d'amener une certaine rigidité, ça a été plus difficile pour certains. Mais là, quand ils ont les résultats, tout le monde est heureux. Parce que là, il y a beaucoup plus de listings, beaucoup plus de ventes, les gens sont contents. Puis, si tu ne fais pas d'argent dans l'immobilier, les factures rentrent quand même. Là. Donc, c'est pour ça que là, je vois que tout le monde est excité. Puis, à chaque fois qu'il y a un nouveau listing, une vente, on le célèbre tout le monde ensemble. Donc, là, tout le monde a hâte de célébrer son propre listing, célébrer sa propre vente. Fait que là, c'est un momentum qui est là. Puis tout le monde est excité, tout le monde veut avoir le succès à chaque jour. Là. C'est clair, c'est clair. Donc, les courtiers, ils doivent rentrer à telle heure, ils doivent faire des appels, tout est tracké, qui fait en sorte que, ils n'ont pas le choix de faire les appels. Puis si tu n'en fais pas assez, you're out. Ouais. À un certain point, tu ne veux pas t'aider toi-même. J'aime tout le monde, j'adore tout le monde. Mais des fois, si la personne, je ne la vois pas pendant 2-3 semaines au bureau, puis je lui demande pourquoi tu n'es pas au bureau, il y a tout le temps quelque chose, je me dis, c'est peut-être un service que je lui rends
peut-être qu'elle n'est pas faite pour le courtage immobilier aussi parce qu'il faut travailler fort. Là. Il n'y a rien de. Peut-être que c'est pas fait pour ce système. C'est une personne qui veut faire son 50 000 par année, puis il est heureux ou elle est heureuse dedans. Ça aussi, ça peut être le cas. Mais si toi, c'est la culture que tu veux bâtir, c'est des superstars qui performent, qui franchissent des sommets, qui surmontent des sommets, c'est sûr et certain que c'est pas pour eux. Et à un moment donné, ça va même affecter ton énergie à toi dans l'équipe, d'avoir des gens comme ça. Exactement. Et le reste de l'équipe. Parce que, tu sais, tout dépendant où ce que tu mets ton average, là, fait que si tu le mets trop bas, ben les gens ne performent pas. Fait que tu es mieux de viser un petit peu plus haut, puis tout le monde pousse pour aller vers là. Bien sûr. Et ceux qui ne respectent pas la culture, tu en as eu des gars comme ça, j'imagine, qui ne s'alignent pas avec ta façon de faire les choses. De quelle façon tu les remercies? De quelle façon, ou soit, est-ce que tu donnes des chances? Est-ce que tu essayes d'avoir un coaching one-on-one avec cette personne? Qu'est-ce que tu fais exactement, Jonathan? Okay. Ben, c'est sûr qu'au mois d'août, j'ai fait les objectifs à tous mes courtiers. J'ai pris donc, une heure avec chacun, tout one-on-one. Et l'engagement, c'est ça. Et là, après ça, je donne une chance, je donne 2 chances. Puis à la 3e chance, ben, je fais juste leur mentionner que pour l'instant, comme j'adore la personne, mais ça ne cadre pas dans le modèle qu'on a. Donc, ils sont avertis, ils sont avisés. Avertis à ils savent que plusieurs reprises. Ça s'en vient. Exact, Right? exact. Alors, il n'y a pas d'excuse, ce n'est pas quelque chose qui tombe sur leur tête. C'est quelque chose qu'ils sont au courant. Au moins 3 reprises. 3 reprises, ouais. OK. Puis, est-ce que tu penses que c'est la meilleure façon de faire les choses? Ben, parce que moi, je veux sauver tout le monde, puis j'aime tout le monde. Là, donc, j'essaie de le faire le plus doucement puis délicatement possible. Ouais. Puis je me dis, si la personne, je donne l'opportunité, puis elle prend, puis elle saisit, puis elle ne step pas, je vais être vraiment heureux. Mais si après 3 fois, 3 avertissements, ça ne fonctionne pas, ben, j'aime mieux prendre quelqu'un que lui a soif, puis il est motivé, puis il est coachable. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi ton opinion sur le fait d'être une personne coachable? Parce que des fois, on peut se laisser emporter par nos égos. Ben, c'est important d'être coachable parce que dans la vie, on apprend toujours. Ouais. Toujours sur plein de monde. Puis moi, j'écoute, exemple, ton podcast, j'écoute le Ring de l'immobilier, puis j'écoute tout ça, puis je suis toujours en apprentissage. Donc, c'est important d'être ouvert, puis, puis tout évolue, là. Le courtage que je faisais en 2002, c'est pas le même courtage qu'on fait aujourd'hui. Là, tout a évolué. Tout évolue. C'est important d'être coachable. Puis souvent, les gens ils vont dire « Oui, mais moi, c'est pas pareil. Oui, mais moi, c'est différent. Oui, mais moi, je suis pas matinal. » Mais le « oui, mais » annule tout. Fait que si je te dis de faire des appels « Ouais, mais moi, j'aime pas ça. » Ouais, mais c'est ça la recette pour le succès. Fait que c'est pour ça que la coachabilité, j'ai rencontré un nouveau courtier que j'ai engagé hier. Puis j'ai demandé « T'es-tu coachable? T'es-tu prêt à faire ça? T'es-tu prêt à venir au bureau à 8h30? » Fait que c'est non négociable. Puis il disait oui, parce qu'il veut le résultat, puis il va l'avoir. C'est super important. C'est tellement drôle que quand on étudie vraiment les gens qui ont du succès, c'est toujours la même chose. Des fois, on se casse la tête, on gratte la tête. Comment que cette personne a eu du succès? Mais si tu prends vraiment le temps d'étudier chaque personnalité connue qui ont eu du succès, tu lis leur biographie, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est du monde discipliné, ils font des sacrifices, ils se réveillent le matin. C'est peut-être une personne qui n'est pas matinale, mais tu dors à 5 heures le matin, chaque jour, tu travailles toute la nuit. C'est des monde qui sont travaillants. Tu as une curiosité hors de l'ordinaire. Tu es persévérant, tu es obsédé. C'est tout ça qu'il faut. Puis, il n'y a pas vraiment de secret magique pour avoir du succès. Puis, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas. Les gens aujourd'hui vont dire, ben, OK, je vais l'essayer. Mais le essayer, ça ne fonctionne jamais. Moi, quand je fais quelque chose, c'est que je le fais. C'est comme on va avoir du succès, on va le faire. On va vendre une maison, on va la vendre. Mais on va l'essayer. Fait que la vibration de on va l'essayer ou on va le faire, c'est complètement différent. Puis ça, c'est mon coach de karaté qui me disait ça. Il dit la vibration est complètement différente. On s'en va en compétition, on va gagner, on va l'essayer. Fait que ça ne marche pas. On s'en va en compétition, on va gagner, on va le faire. Fait que c'est complètement d'autres choses. Fait que j'ai gardé cette mentalité-là. Là. Est-ce que tu dirais qu'il y a une relation entre le fait qu'une personne a faim, OK? Parce que des fois, si tu n'as pas assez faim pour avoir le succès, tu vas peut-être moins mettre de temps, moins mettre de l'énergie versus une personne qui a vraiment faim, parce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour toi dans le recrutement. Est-ce que tu poses des questions qui font en sorte que tu peux savoir que lui, là, il veut à tout prix réussir. C'est une personne comme ça que je veux. Ou tu vas aussi prendre du monde qui sont peut-être confortables. Donc, c'est comment que tu gages. C'est sûr que la personne qui a faim, c'est bon.
c'est très bon. Comme moi, j'avais faim. Je m'étais mis dans une position que j'avais pas le choix. C'était vraiment, on le fait, c'est all-in, tout ça. Mais il y a d'autres gens que dans mon équipe qui sont confortables puis qui me disent, j'entends, moi, je veux ce chiffre-là par année, puis j'en veux pas plus, puis je respecte ça. Ils sont des super de bons courtiers. Donc, j'ai les deux. Mais c'est plus le désir. Qu'est-ce qu'il y a dans lui? Est-ce qu'il est quand même motivé? Est-ce qu'il aime ça servir le client? Fait que c'est plus là. Mais j'en ai qui ont ultra faim, puis j'en ai qui sont confortables, mais qui font un bon travail puis qui aiment le courtage immobilier. Dans le leadership, Jonathan, c'est important de savoir leader chaque personne de sa façon. Mm-hmm. Parce que justement, il y a une personne qui a peut-être moins faim, mais il a ses objectifs. Et toi, tu es tout le temps le crinqué qui veut détruire des plafonds puis monter d'un plafond à l'autre. Évidemment, si tu as la même approche, ça ne fonctionne pas. Puis cette personne peut se sentir rabaissée. Mm-hmm. Exact. Peut se sentir rabaissée, peut sentir que tu ne comprends pas. Tandis que l'autre personne demande que tu sois direct, franc, dur avec cette personne. Mm-hmm. Tu dis les vraies choses. Et il y a différents types de personnalités, il y a différentes approches. Comment tu fais pour pouvoir s'aligner avec tout le monde? Est-ce que tu es toujours la même personne, puis tu ne vas pas gager? Comment ça fonctionne chez toi? OK. Bien, c'est sûr que le marketing de réseau, j'ai recruté des milliers de personnes. Donc, je m'adapte comme un caméléon à chaque personnalité. Puis il y en a qui sont plus doux, bien, je vais être doux avec les autres. Il y en a qui sont plus, ils ont besoin justement de sentir le lion, bien, on va y aller comme ça. Fait que j'en ai, sur 20 courtiers, ils ont tous des personnalités différentes. Puis je vais leur parler de façon différemment, mais il faut que la culture d'équipe reste la même. Puis on a comme une trajectoire qu'on est en ligne. Mais ils sont tous différents. Fait que je vais. C'est pour ça que je fais des one-on-one avec chacun. Je vois. Mais dans les équipes, dans les meetings d'équipe, tu es un peu plus. Ben, c'est de l'information globale. Okay. C'est l'information globale, mais les objectifs, c'est aux 3 mois individuels avec chaque courtier et avec mon directeur des ventes qui est là aussi, puis on prend le pouls. Y a-t-il des choses qui te démarquent dans ton équipe que vous faites? Par exemple, François Mackay, il y a son truc, un genre de marteau, comment il s'appelle ça, là? J'ai vu ça sur ses stories, ou coup de tonnerre, ou quelque chose comme ça, où chaque semaine, il donne à quelqu'un pour bâtir cette culture, amener l'énergie dans un meeting d'équipe. Y a-t-il des choses comme ça qui démarquent de votre équipe? OK. Mais c'est sûr qu'à chaque mois, on a un trophée de la personne qui s'est le plus démarquée. OK. Fait que, c'est celui qui a fait des ventes. Il faut qu'il y ait eu des ventes, bonne attitude, puis la constance. Fait que c'est basé sur ces 3 choses-là. Fait qu'on donne un trophée à chaque mois au meeting d'équipe. Ensuite de ça, quelque chose qui me démarque peut-être des autres équipes, c'est que mon but, c'est que le branding du courtier ne soit pas effacé. Donc, ils ont leur propre pancarte. Ils sont partout dans mes publicités. Je veux que les courtiers soient visibles, non pas qu'ils soient un représentant des ventes, mais qu'ils soient un courtier à travers mon équipe, puis qu'il y ait aussi le soleil qui brille sur eux. Fait que ça aussi, c'est quelque chose d'ultra important. Et on a un groupe Messenger dans notre équipe. Puis à chaque fois qu'il y a un succès ou n'importe quoi, il y a toujours le directeur des ventes qui fait comme un message audio avec une sirène, comme une alarme nucléaire. Là. C'est comme, puis là, tout le monde est texté. Fait que tout le monde, à chaque jour, veut sa sirène. C'est comme, OK, moi aussi. Fait que ça, les gens sont excités. Oui, certainement. Tu t'envoies de la positivité, tu envoies des vibrations à cette personne. Donc, évidemment, ça aide les autres à être motivés. Donc, ma question maintenant, parlons des leads. Ouais. Parce que, excuse-moi. Parce que, évidemment, avoir 20 personnes, il faut avoir des leads parce que vous avez quand même, tu fournis des leads. Comment ça fonctionne ton lead gen? Est-ce que tu achètes tes leads, tu les crées toi-même avec tes systèmes, tes propres funnels? Comment ça marche? OK. Moi, j'ai vraiment une équipe hybride. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que 50% de leur business va provenir de eux, puis 50% va provenir de moi. Ouais. Donc, moi, je ne crée pas des leads ou quoi que ce soit. Là. J'achète vraiment des compagnies de leads, puis je leur fournis des leads. J'achète surtout des leads vendeurs, pas d'acheteurs. OK, des vendeurs. Ouais. OK. Et ces genres de leads, c'est comment que ils sont... Comment que ces leads ont été créés pour approcher les gens? Est-ce que c'est... Moi, j'achète le lead d'une compagnie, on l'appelle, puis on les rencontre. Donc, OK, je comprends que tu achètes des leads, des évaluations gratuites. Maintenant, c'est quoi l'approche des clients? Est-ce que c'est des gens qui sont ouverts? Est-ce que c'est moitié-moitié? C'est quoi la meilleure formule? OK, prenons l'exemple. Faisons un petit scénario. OK? Roleplay. Le client rentre ses informations, évaluation gratuite, et là, un courtier appelle. Exact. Maintenant, comment tu fais? Donc, moi, je suis la personne qui rentre. Exact. Tu m'appelles. Let's go. C'est ça. Alors, La rappelle-moi. personne
Bonjour, Jonathan Saint-Pierre de Remax. Vous avez rempli un formulaire sur Internet pour l'évaluation marchande de votre propriété. C'est sans frais, c'est gratuit. On peut se rencontrer cette semaine. Ça va durer environ une demi-heure. Wow. Bon. On le rencontre. Souvent, il est curieux. Souvent, il veut vendre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Peut-être qu'il ne veut jamais vendre. Mais on fait une approche du client, puis on fait des suivis après. Bien sûr, parce que cette personne-là, du moment que tu le rencontres, tu as une connexion avec cette personne. Exact. Tu le rentres dans ton database, dans le pipeline, puis tu peux faire des suivis. Maintenant, au téléphone. Revenons au téléphone. Si, par exemple, je te dis, ouais, mais écoute, est-ce que tu vas me forcer à vendre ou est-ce que c'est gratuit, des objections ou de l'insécurité de la personne, comment tu réponds? Il n'y a aucun engagement. C'est gratuit. Je vous fais l'évaluation sans pression, puis vous prenez une décision après. Mais si je ne veux pas vendre, c'est pas grave. Le but, c'est que moi, je veux rencontrer des gens. Je m'assois à des tables de cuisine. Plus de tables de cuisine que je m'assois avec des gens, plus de succès que je vais avoir. C'est un numbers game. C'est sur le volume. Exact. Et c'est quoi les gens que tu es capable de sentir qu'eux, ils sont plus intéressés que d'autres? Ben, dès que tu poses la question, est-ce que vous pensez vendre ou c'est par curiosité? Bon, non, moi, c'est normal. C'est aussi simple que ça. C'est juste ça. Là. Ouais. Des fois, il y en a qui ne vont pas te le dire, mais ils ont envie, c'est juste poser des questions. Et les gens qui ont le plus de succès, les courtiers qui ont le plus de succès, qu'est-ce que tu remarques de ces gens-là plus que d'autres? Par exemple, quelqu'un qui appelle à froid, ce genre de situation, ce genre d'appel. Qu'est-ce que tu remarques, lui qui réussit plus à booker plusieurs rendez-vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus... Dans l'équipe? Dans l'équipe, comme dans les appels. Souvent, tu sais, des fois, il y a des clients qui sont plus loin en distance, à 1 heure de route. Il y a des courtiers qui vont aller comme partout, sans question, puis let's go. Puis il y a d'autres courtiers qui vont dire, ah, lui, je l'aime moins, lui, c'est plus curieux, tout ça. Fait c'est sûr que, en ayant fait du marketing de réseau, mon but, c'était de rencontrer le plus de monde possible. La loi des noms. Tandis que souvent, les gens disent, ah, mais tu sais, je fais 1 heure de route, puis s'il ne veut pas vendre, mais c'est sûr qu'il va vendre un jour. Il va peut-être vendre dans 3 ans, il va peut-être vendre dans 10 ans. Puis ton but, c'est d'avoir une carrière dans l'immobilier de peut-être 10, 15, 20, 30 ans. Fait que tous ces gens-là, ils vont vendre un jour. Mais c'est pour ça, c'est plus ça. C'est de ne pas regarder s'il est curieux ou pas, mais d'aller puis de faire le pitch. T'sais. C'est quoi la meilleure histoire que tu as, autant avec tes membres de l'équipe, que c'était pas nécessairement le meilleur lead, mais le retour sur l'investissement était immense. Tu sais, des fois, la meilleure histoire que je peux te raconter, c'est un genre d'itinérant qui rentre dans une banque pour déposer qui rentre dans un service de conseil financier itinérant. C'est-à-dire qu'il s'habille comme un itinérant. On dirait que c'est un itinérant, mais quand il rentre, il n'y a personne qui veut l'approcher parce qu'ils sont comme OK, le gars, c'est sûr qu'il ne va pas prendre une scène avec nous, aucun actif, qu'il ne va rien prendre. Donc, personne ne s'occupe de lui. Mm-hmm. Le petit jeune, que lui, s'il vient de commencer, il est comme, ah merde, c'est mon tour que je vais le prendre puisqu'il n'y a personne qui l'approche. Mm-hmm. Tous les vétérans, ils font semblant de ne pas avoir vu. Le petit jeune, il le prend. Et ce qu'ils ont appris, c'est qu'il a 50 millions à placer. 50 millions à placer. Donc, le petit jeune, sa carrière est faite, sa retraite est faite. À sa première ou dans ses premières transactions, 50 millions, c'est environ 1 million par année, par exemple. C'est énorme. Là. C'est énorme en résiduel. Donc, d'où l'importance de ne pas juger la personne, de le faire. De le faire. Est-ce que tu as une histoire comme ça dans l'immobilier? J'en ai plusieurs, là, mais exemple, un lead, je me souviens, j'avais reçu un lead, une maison à Bromont qui tombait en ruine, puis la dame avait un problème qu'elle ramassait tout. Là, fait qu'elle ramassait tout. Fait que sa maison était pleine de choses. La maison tombait en ruine, puis il y avait des ratons laveurs qui habitaient dans l'entretoit. T'sais. Fait que mon courtier, il dit, Joe, je veux pas vendre ça. J'ai dit, ça, c'est le meilleur listing. Il dit, comment ça, c'est le meilleur listing? Bon, on l'a mis à un prix qui était quand même concurrentiel avec les dommages sur la maison. Et il y a eu 10 offres la même journée, puis il a vendu le lendemain. Parce que c'était tous des entrepreneurs sans visiter qui ont envoyé. Fait que des fois, on juge quelque chose, mais c'est peut-être le meilleur listing. Puis j'ai un autre qui n'est pas un lead, mais je me souviens, je faisais de la prospection des expirés. Puis c'était une soirée à l'automne, puis il mouillait, puis tous les courtiers me disaient, pourquoi tu fais de la prospection, puis tout ça. Puis j'ai dit, regardez, laissez-moi faire. Puis j'ai closé cet expiré-là, puis il m'a emmené 6 transactions grâce à ce listing-là. Là. Donc, ça a été incroyable. Puis la raison pourquoi tu as eu 6 transactions, est-ce que tu as demandé des références ou c'est par le service que tu as donné? Dans le fond, j'avais la maison à vendre. Oui. Il y a des gens qui m'ont appelé comme acheteur. J'ai récupéré 3 autres vendeurs grâce à ça et j'ai closé les acheteurs aussi. Fait que ça m'a généré 6 transactions pour une soirée d'appel. La beauté des listings dans le courtage immobilier, c'est que la maison est un lead generator. Mm-hmm, la vente est un lead generator parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sans représentation.
des courtiers, ça c'est un. Il y en a qui viennent puis qui ont besoin de vendre leur propriété pour acheter, mais ils regardent avant de vendre. Donc, les opportunités sont énormes. Donc, clair. Jamais dire non. C'est quoi ton opinion sur les locations? Right? Donc, les locations, il n'y a pas beaucoup d'argent, à moins de lister, je sais pas moi, à Manhattan, comme Ryan Serhant ferait, à 10 000 $ le mois, mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, c'est quoi ton opinion là-dessus? On n'en fait pas beaucoup, honnêtement. Yeah. Mais quand on en fait, c'est vraiment, je dis à mes courtiers, aie la vision à long terme, parce que ce client-là, si tu le sers bien, à long terme, il va te rappeler, puis il va te référer des gens. Fait que c'est ça, on le fait vraiment pour la vision à long terme. OK, je comprends. Donc, on le fait quand même comme un listing, à 100 000. On va le servir 5 étoiles, la même chose, mais en prévision que des références ou que lui veut peut-être vendre dans le futur. Effectivement. C'est quand même difficile hein, de voir à long terme parce qu'on veut l'argent tout de suite. Et malheureusement, on n'a pas ce mindset. Puis, c'est ça. Donc, c'est un peu plus difficile. Mais it is how it is. Si tu regardes ceux qui ont réussi dans le domaine, c'est qu'ils n'ont pas jugé personne. Ils l'ont fait. Exact. Et ils tombent sur des bijoux à travers ces petites transactions qu'ils font. Et boum, c'est la raison pourquoi ils sont tombés sur le million. Exact. Ils sont tombés sur le 2 millions. Les petites actions, ça va donner des grands résultats. C'est quoi je dirais, les 3 principales choses que tu vois d'un courtier qui commence, OK? Mais tu sais que ce gars-là va aller loin. Des fois, j'en vois du monde et je sais, OK, lui, il va jamais être un courtier, un très bon courtier. Il va être un courtier qui va faire son sou, mais il ne va jamais exceller les attentes que par exemple, j'ai pour lui ou il ne va jamais être comme moi. Mais il y a des courtiers que je dis, OK, lui, là, je sais très bien qu'il va même me dépasser. Ouais? C'est juste une question de temps. Si le coaching est bien fait, puis il reste avec la même énergie, il va dépasser. Pourquoi? Ben, il y a certaines personnalités, certaines façons de faire les choses que je vois que cette personne-là a fait. Toi, est-ce que y a-t-il 3 peut-être un guideline qui dit que cette personne a plus de chances de réussir? C'est sûr que c'est comment la personne va gérer ses émotions est vraiment important. Donc, des fois, je vois des courtiers, qu'il y a une vente qui va tomber à l'inspection, puis là, ils sont comme déprimés pour une semaine. Et la semaine passe, là, ils recommencent. Puis il y a quelque chose d'autre qui arrive, déprimés pour une semaine. Donc, tu ne peux pas basser du momentum comme ça. Puis j'avais été une formation, puis il disait, dès qu'il y a un problème qui arrive, tu focuses sur la solution rapide, puis tu passes à autre chose. Next. Puis des fois, les gens ils me parlent d'une transaction qui a tombé la semaine dernière, puis je m'en souviens même pas, parce que je suis déjà passé à autre chose. Fait que c'est juste d'aller vite à travers les problèmes, de les régler, puis de continuer. Fait que ça, je gérer pense les émotions. Gérer les émotions, ultra important. De passer à l'action rapidement. C'est l'analyse, paralyse. Là. Des fois, comme je vois des nouveaux courtiers, puis ils veulent tout apprendre, puis là, ils vont aller dans les back-office, puis apprendre toutes les formations. Mais si tu es dans l'action, puis tu fais juste, moi, je dis à mes courtiers, book-moi des rendez-vous, puis je vais aller avec toi. Pendant que je suis avec toi, tu m'écoutes, puis tu vas apprendre, puis tu vas juste répéter la même chose que moi. Fait que ça, c'est action, puis tu vas avoir des résultats. Puis l'autre chose, gérer les émotions, être dans l'action. Quoi d'autre que tu remarques qui fait en sorte que tu dis, waouh, lui, il a vraiment une grande chance de réussir? C'est sûr que la coachabilité, puis c'est vraiment le désir, tu le vois dans les. Je regarde ton œil, là, puis je le vois ton désir de réussir dans la vie. Là, voilà. Puis, je le vois. Là, puis hier, j'ai rencontré un courtier, là, puis tu voyais les étoiles briller dans ses yeux. Puis j'ai OK, comme lui, il est motivé, là, il a soif d'apprendre. Puis ça, je trouve ça cool. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais les 3 choses que les courtiers font qui gâchent leur carrière ou qui permettent pas d'avancer dans la vie, dans le courtage surtout? OK. Première chose, c'est ce qui a fait... Alors, aussi motivé à répondre à cette question. Parce que je me souviens, j'ai lâché l'immobilier en 2006 à cause de ça. C'est que j'écoutais les gens alentour de moi. Puis ils me disaient, l'immobilier, c'est fini. Les taux d'intérêt vont monter. Oublie ça, Joe, trouve-toi de nouvelles jobs. Puis là, ça rentrait dans mon subconscient. Puis je les écoutais, là. Parce que j'avais pas de mentor, j'avais pas de coach. C'est vrai. Ça arrive. Les compagnies comme du proprio arrivaient. La déclaration du vendeur arrivait. Puis là, c'est comme à peine trop de paperasse. Ah ouais, déclaration de vendeur. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas. Quelle année c'est venu? Des années 2005. C'est comme quand je quittais, ça l'arrivait. Là. Puis là, tout le monde était frustré. C'est quoi cette affaire-là, une déclaration du vendeur? Puis elle avait genre une page à l'époque. Là. C'était comme la fin du monde. Fait que, tu sais, de s'adapter. Tu sais, moi, j'ai comme fait, je veux pas m'adapter, je fais d'autres choses. Fait que capacité de s'adapter.
Fait que moi, si quelqu'un m'avait juste dit, Jonathan, calme-toi, fais un step back, regarde qu'est-ce qui se passe, puis continue. Mais j'ai juste comme fait, OK, je vais écouter ceux qui me disent que l'immobilier est fini. Fait que je suis parti. Fait que ça, c'est un point, moi, qui aurait comme changé comme ma carrière et ma vie. Mais j'ai lâché, j'ai fait du réseau et je suis revenu. Puis je pense que maintenant, je suis un meilleur courtier qu'à l'époque. Puis j'ai compris beaucoup de choses. Donc, la principale chose que tu dirais de ne pas faire, y a-t-il d'autres choses? Ben, pas faire. C'est quelqu'un qui commence dans l'immobilier, honnêtement, ça coûte quand même cher. Donc, tu sais, les factures rentrent. Fait que c'est pas d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de commencer à faire des actions. C'est dès que ça commence, c'est comme la game est commencée, puis c'est tout de suite dans l'action. Et ce que j'aurais aimé à l'époque, c'est que, avant, c'était pas populaire, les équipes, ça n'existait pas. Donc, moi, j'aurais joint une équipe rapidement pour connaître tout le knowledge, le savoir à l'interne. Puis quand je suis revenu en 2017, là, j'avais été courtier immobilier. J'ai donné des conférences sur la vente de ça, mais j'ai quand même joint une équipe pour me remettre dans la game. Puis j'ai appris, exemple, en 8 mois dans cette équipe-là, peut-être pour 3 ans d'information. Là. Fait que joindre une équipe qui est performante avec les mêmes valeurs que le courtier, c'est extraordinaire. Là. Certainement. Parlons de l'évolution du courtage. Tu vois, t'es quand même un vétéran dans le courtage. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé à travers le temps. Alors, quand tu as commencé, qu'est-ce que tu as... En fait, la question, c'est, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui, c'est différent qu'autrefois. C'est quoi les différences majeures? OK. À l'époque, l'Internet, il n'y avait pas de site Internet. Là. Donc, les gens... En 2002, il n'y avait pas de site Internet. Moi, là, je pouvais juste voir sur Internet, exemple, mes maisons j'habitais à Granby, la chambre immobilière de la Haute-Yamaska. Donc, c'est comme si le courtage immobilier à Montréal n'existait pas pour nous. On ne pouvait pas comme voir les maisons à Montréal. T'es pas sérieux. Ouais. Fait qu'on ne pouvait pas voir à Sherbrooke, on ne pouvait pas voir... Fait que c'était vraiment juste notre secteur à nous. Les gens venaient le lundi, les clients, puis on avait un gros livre avec des fiches imprimées, puis on avait les nouveautés le lundi. Fait que tes clients venaient le lundi, on ouvrait le livre, puis on regardait les nouveautés du lundi. Donc, pour procurer ce livre, tu devais aller... à l'agence. À l'agence. À l'agence. Même si ça a l'air pénible. Les gens, ils venaient, puis les signatures électroniques n'existaient pas. Donc, on finissait de travailler beaucoup plus tard qu'aujourd'hui parce que s'il y avait une contre-offre, on roulait 1 heure de route, on allait faire signer la contre-offre, on revenait au bureau, le courtier nous attendait. Je suis content d'être en 2023. Fait qu'on faisait ça non-stop jusqu'à temps, puis là, c'est comme t'envoyer un fax. Tu ne dois pas savoir c'est quoi. Oui. Tu m'aurais dit Telegram ou c'est quoi les patentes là? Les pagettes. Oui, exact. J'avais ma pagette, moi. Ça, j'ai pas connu les pagettes, mais... C'est pour ça que, tu sais, quand l'Internet est arrivé, moi, je dis, les gens n'ont plus besoin de nous. L'accès est trop facile. Moi, j'étais content, là. Les gens venaient me voir au bureau, je pouvais leur montrer l'information, mais quand j'ai vu que l'information était spreadée à tous, je dis, ils n'ont plus besoin de courtier. Ma carrière est finie. Fait que c'est là que j'ai comme eu la chienne, ça. Mais quoi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? En fait, ça nous aide. Ouais. L'intelligence artificielle, je pense que ça va également certainement nous aider. Ce que j'ai compris, c'est que le client a besoin d'un accompagnement. Tout le temps. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas de rusher, de te trouver sur centriste qu'il a besoin, c'est l'accompagnement. Fait que c'est pour ça que quand je suis revenu dans l'immobilier, j'ai compris ça. Puis, ben, là, je vais aujourd'hui, si tu veux tout apprendre, tu peux techniquement tout apprendre sur les réseaux, sur l'Internet. Tu veux donner un docteur, tu peux techniquement regarder des vidéos YouTube et essayer de faire des opérations. Faites attention, c'est déconseillé. Pour rentrer en prison si vous ouvrez les corps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux tout apprendre. Mais sur l'information, c'est aussi mauvais que pas assez d'informations. Donc, quand on est tellement bombardé d'informations qu'on peut tout avoir, mais là, on ne donne plus de temps, on ne met pas de l'énergie pour faire nos recherches parce que, bon, on est tout le temps, on perd tout le temps l'attention. Right? Alors, il y a toujours cet accompagnement qui est nécessaire. Donc, par exemple, un autre exemple que je peux te donner, c'est quelqu'un qui, avant, on avait les téléphones bien normaux, les slides, comment on appelle ça? Les flips. Les flips, ouais. Puis aujourd'hui, on a le téléphone intelligent. La personne n'est pas plus intelligente parce qu'il y a un téléphone intelligent. Parce que ce qui se passe dans la tête, c'est ce qu'il transmet sur son téléphone. Hein? Il peut devenir extrêmement intelligent en ayant ce téléphone, mais ils ne sont pas plus intelligents. Alors maintenant, la prochaine génération, la prochaine technologie, c'est dans nos yeux, dans notre cervelle. Donc, il va y avoir une puce. Mais ça ne veut pas dire que tu vas être plus intelligent non plus. Parce que si tu ne sais pas quoi faire avec ces technologies, tu ne le sauras pas. Right? D'où l'importance de
je sais pas ce que je voulais aller avec ça, là. Tu m'as parlé d'intelligence artificielle, s'adapter peut-être oui, au marché. Exact. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a toutes ces technologies que les gens vont savoir comment servir. Mais depuis longtemps, tout est dans les livres aussi, là. Ouais. Et les gens, ils prennent pas le temps, là. Puis, tu sais, il y a de la bonne info sur Internet, puis les gens prennent pas le temps de s'éduquer. Il y a mieux voir, mettons, une vidéo drôle de TikTok, quoi que ce soit, là, tu sais. Fait que c'est comme ça. Fait que tout a toujours été là, mais il faut juste prendre le temps. Puis on est tellement défocusé par tout va vite qu'on prend pas le temps, là. Certainement. D'où la raison, le courtage va toujours exister. Il va toujours évoluer. Il faut toujours s'adapter. Il faut toujours s'adapter. Il évolue de plus en plus vite. Il évolue de plus en plus. Le titre de mon podcast, en fait, l'introduction du podcast, c'est que la technologie avance tout le temps et c'est plus que jamais important de s'adapter. Alors, c'est drôle quand un courtier, des fois, présentement, on approche des courtiers, on appelle pour savoir s'ils sont intéressés à la conférence. Et certains de mes vendeurs, ils disent, mais il y en a qui prennent pour des big chats, ils disent que je ne vais rien apprendre, ça ne me sert à rien, ce genre d'événement. Et dans ma tête, je ris parce que si Jonathan, Jean-Sébastien Boiteau, des Médéric Dany, des Gabriel Laflamme écoutent le pod, puis qu'ils sont tout le temps constamment en train d'apprendre, ils cherchent la nouvelle information. Pourquoi ceux-là, ces gens-là, ils le font versus ces personnes qui pensent qu'ils savent tout? Alors, c'est sûr qu'ils vont, à un certain point, ils ne vont pas aller dans un autre niveau, malheureusement, parce que limite, ils ont des pensées limitatives. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis 100% d'accord. Mais il y a des gens qui sont confortables. Et quand tu fais quelque chose qui n'est pas confortable, tu sors de ta zone de confort, des fois, c'est pas agréable. Fait que c'est pour ça. Puis, tu sais, quand j'ai engagé, exemple, mon directeur des ventes, ben, je suis sorti de ma zone de confort. Fait que là, j'ai fait de l'insomnie 2-3 parce que là, le payroll augmentait quand j'ai engagé ma 3e adjointe. Fait que là, c'est toutes des choses hors de la zone de confort. Mais quand tu apprends des nouvelles choses, puis tu dis, ben là, il faut que tu fasses l'intelligence artificielle. C'est quoi ça, l'intelligence? Fait que, tu sais, ça devient insécurisant. Puis je regarde des courtiers qui sont là, mettons, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Exemple, ma belle-mère, ça fait 45 ans qu'elle est courtier immobilier. Puis elle a de la misère à suivre la game en ce moment parce que ça va tellement vite. Donc, tu sais, comme présentement, on l'aide justement avec toutes les signatures électroniques, des choses comme ça. Mais c'est pas évident pour l'ancienne génération de comprendre tout ça. Il faut juste comme se coller rapidement au changement parce que sinon, on va être dépassé. Certainement. D'où l'importance d'écouter, de lire, de regarder les nouvelles tendances. Puis, tu sais, quand je suis en auto, je suis toujours en formation. Là, j'écoute des podcasts, j'écoute des audios. Fait que je me dis, tant qu'à conduire, j'aime mieux me former puis apprendre. Bien sûr. Donc, on a quand même fait le tour, Jonathan. Tu sais très bien qu'il y a une conférence qui arrive le 15 février 2024. Selon moi, ça va être la plus grande conférence immobilière. On s'attend à voir 1000 personnes au Palais des Congrès de Montréal. Alors, 1000 personnes, puis pour la première fois, Jonathan, on réunit les courtiers immobiliers et les courtiers hypothécaires pour la première fois. Parce qu'habituellement, on a chacun nos conférences, les courtiers immobiliers de leur côté, les courtiers hypothécaires de leur côté. Puis, c'est bien d'assister à ces conférences parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais il n'y a pas de business. Non, il n'y a pas de business techniquement. Ben alors, les meilleurs partenariats, je pense, pour les courtiers immobiliers, c'est les courtiers hypothécaires. Et pour les courtiers hypothécaires, c'est les courtiers immobiliers. Donc, je pense que ceux qui vont assister, Jonathan, je suis certain que tu vas sortir de la conférence avec des contrats signés, avec des partenariats. Ben, tu sais, moi, je suis un fan de conférences, ça. Puis, je t'ai dit, quand j'ai fait le marketing de réseau, j'ai assisté à 43 formations aux États-Unis de 3 jours. Donc, nous, on partait les mercredis, on venait les dimanches soirs. Et à chaque fois, j'apprenais une chose qui faisait évoluer mon entreprise. Puis c'est pour ça que dernièrement, j'ai fait le sommet de l'immobilier. Puis je me dis, si on peut donner de l'information aux nouveaux, puis grâce à une nugget, il peut aller chercher des nouveaux listings, il peut changer son entreprise. Puis là, on a la chance que tu organises la plus grande conférence immobilière, qu'il va y avoir 1000 courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers. Puis je me dis, on ne peut pas manquer ça, là. Si tu es dans le courtage, il faut que tu sois là. C'est comme, ça vient avec. Et ce qui est plate, j'ai organisé l'événement dernièrement, puis souvent, les gens, ils prennent leur billet de dernière minute. Ouais. Et je sais que toi, tu es l'organisateur, puis c'est quand même très stressant là, parce que j'ai subi le stress dernièrement. Fait que je me dis, le plus beau cadeau qu'ils peuvent se faire et qu'ils peuvent te faire, c'est de prendre leur billet rapidement et de convaincre quelques personnes d'y aller. Ces gens-là vont remercier la personne qui les a invités parce qu'ils vont dire, OK, d'avoir quelqu'un de ce calibre-là, d'avoir des invités incroyables, puis les gens que tu rencontres. Moi, à chaque fois que je vais d'un événement, je rencontre un nouveau courtier, puis j'ai des références par après. Donc, c'est important d'être là pour
l'apprentissage, puis bâtir ton réseau de référence. Puis quand je dis à mes courtiers, vous venez, vous faites des nouveaux amis, un à Gatineau, un à Sherbrooke, un à Québec, un partout, et ces gens, là, après ça, vous allez échanger des références. Fait que moi, je bâtis beaucoup mon entreprise grâce à ça. Là. Wow, merci. Effectivement, c'est un bon stress que j'ai. Je sais que je vais l'accomplir parce qu'on a tellement un produit qui est vendable, que les gens sont excités, c'est la nouveauté. Une autre des raisons pour qu'on le fait, c'est parce que je trouve que ce genre d'événements ou des célébrités dans le monde des entrepreneurs, ils viennent rarement ici. Et souvent, en fait, tout le temps, on est influencé par les Américains, par les gens de l'Ouest, les Anglais, qui sont souvent plus en avant de nous dans les informations, dans les façons de faire, dans la technologie. Et nous, on va dans ces conférences pour aller chercher la meilleure information, puis on applique ici au Québec pour être en avant de tout le monde. Chaque fois que je le fais, je suis toujours en avant de tout le monde, puis je dois mon succès à ça. Alors, je me suis dit, comment ça se fait que, en fait, je me suis posé la question, comment ça se fait qu'on n'a pas ça au Québec? Je vais te poser la question, comment ça que, on n'a pas les Gary Vee, les Grant Cardone, les grands stars de ce monde, ils ne viennent pas à Montréal, au Québec? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi la raison, selon toi? La raison première, il faut quelqu'un qui step up et qui l'organise. Fait que c'est la raison. Fait que toi, tu prends en charge, tu l'organises. Mais je sais que c'est beaucoup d'ouvrage. Donc, c'est pas tout le monde qui veut le faire. Là, on a la chance que quelqu'un step up qui le fait. Il faut juste participer et avoir le plus de gens possible pour qu'il y ait un deuxième événement. Effectivement. Donc, ça, c'est... merci. Les gars, je te jure, je ne l'ai pas payé, Jonathan, pour qu'il réponde comme ça. Mais je suis bien content qu'il y ait le même mindset. Effectivement, parce qu'il faut que quelqu'un le fasse pour montrer que c'est des événements comme ça qui sont possibles. Quand je suis allé à l'événement de Arlen, de Louis-Pierre Mercier, je lui ai posé la question, c'est-tu ton premier événement? Parce que je n'avais aucune idée, c'était tellement bien fait que j'étais comme surpris. Il m'a dit, Cyril, c'est mon premier événement. Et il a réussi à avoir 600 courtiers immobiliers dans la même salle, puis il a tellement bien fait, j'ai vraiment adoré l'expérience. Et souvent, avant de le rencontrer, avant d'aller dans cette conférence, on m'a toujours dit que, bon, si tu veux faire des conférences, ben commence petit et commence à prendre l'expérience pour faire quelque chose de si gros. Lui, Pierre, il m'a débloqué mes pensées limitatives que c'était possible d'organiser ton premier événement puis de réussir. Puis si tu as l'objectif de faire si grand, ben, tu peux le faire. Donc, cet événement, il y a certaines pensées limitatives des gens. Pourquoi c'est la raison pourquoi ça n'a pas été fait. Si on le fait, Jonathan, si je le fais, ben, ça va aussi inspirer d'autres personnes à le faire. Si gros, si énorme, puis d'inviter Grant Cardone, ce monde-là, parce qu'ils ne viennent pas ici. Donc, il faut juste avoir la plateforme, parce que Montréal, c'est la deuxième plus grande ville économiquement parlant, la deuxième plus grande ville après Toronto. Donc, il y a de l'argent ici. Oui, c'est clair. Le mindset, les gens ont un bon mindset. Il y a beaucoup qui ont le bon mindset, qui travaillent sur l'abondance. Donc, je suis certain qu'il y a la place. Puis, on a vendu plus de 250 billets en moins d'un an. Merci, il y a du travail derrière, mais beaucoup de travail. Donc, j'apprécie le fait que tu te remercies toi-même en achetant plutôt parce que tu supportes cette conférence. Puis, lorsque ça va être une réussite, ben, on va en profiter tout le monde parce qu'il va y en avoir d'autres qui vont écrire. Il y a d'autres personnes qui me regardent aller et disent « Shit, si Eugène a réussi, moi aussi je peux réussir. » Jonathan, tu vas t'amener... Ça n'existait pas, ça, avant. Donc, imaginez la possibilité maintenant de tes nouveaux courtiers, puis tu as l'information de tous ces gens-là qui réussissent à haut niveau. Pour vrai, c'est un cadeau incroyable. Il faut juste le saisir. Merci beaucoup. Alors, guys, présentement, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. J'espère que ça va avant le 20 novembre parce qu'on est en pré-vente, 15% sur tous les billets. Alors, si vous achetez avant le 20 novembre, vous allez avoir la chance de pouvoir procurer vos billets 15% up. On est à 25%, vous êtes à 15%. Donc, vous allez tous venir. Tôt ou tard, vous allez tous venir. Parce que les gens... C'est mieux de l'acheter rapidement. C'est mieux de l'acheter rapidement pour un événement où vous allez investir 100% déductible, right? Exact. 100%, c'est une dépense également. Donc, guys, allez, venez. Ryan Serhan, Olivier Primo, Tatiana Londono, Sugar Sammy. Sugar Sammy sera là. Tu connais Sugar? Oui. Tu l'aimes bien? Très drôle. Très drôle, hein? Ouais, j'ai très hâte. Assure-toi de ne pas être trop devant parce que sinon, ici, de pointe, t'es mort. Il y a Sugar Sammy et il y a Marsha Saint-Jean, 3 ans dans le courtage, puis près d'un demi-million de dollars en chiffre d'affaires. Donc, dans un domaine où c'est très, très difficile de réussir, plus de 80 000 abonnés. Dustin Woodhouse pour les gens d'hypothèque. Donc, ça va être Daniel G. Tu connais Daniel G? Non, je ne connais pas Daniel G. Je vais t'introduire à Daniel G. C'est un coach en vente à Toronto. Puis, il a l'énergie de 4-5 personnes. Il est en feu sur le stage.
sa façon de coacher les gens sur la vente est complètement différente. Donc, il va venir nous inspirer et surtout nous frapper dans la face qu'on ne fait pas les choses correctement. Et plus encore, donc, achetez vos billets, guys. Jonathan, pour finir, merci beaucoup. Si on devait reculer dans le temps et rencontrer le jeune Jonathan qui commence dans le courtage, après toutes ces expériences, tous ces obstacles que tu as vécus, tu es devenu un homme très sage, avec beaucoup de knowledge. C'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais au jeune Jonathan pour peut-être raccourcir le succès que tu as actuellement? La vérité ne changerait rien parce que toutes les épreuves font la personne que je suis aujourd'hui. Des fois, ça a été difficile. Puis quand tu as les 2 pieds dedans, tu te poses la question pourquoi que ça arrive. Aujourd'hui, je le comprends. Mais c'est juste de suivre le cheminement de la vie, tout ça. Mais si vous pouvez vous entourer de personnes positives qui ont la même vision que vous, des fois, je m'y tenais avec des gens plus négatifs, puis ça ralentit mon cheminement. Fait que, votre environnement est plus fort que l'individu. Fait que faites attention à qui vous côtoyez, avec qui vous parlez à chaque jour. Je pense que ça peut vous aider à évoluer plus vite. Là. Certainement. C'est la clé. L'une des meilleures clés. Avant-dernière question. Est-ce que tu m'as dit que tu prends la route, tu écoutes beaucoup de podcasts, des livres. Meilleur livre que tu recommandes aux courtiers ou aux entrepreneurs, simplement? Ben, je me souviens du premier livre que j'ai lu au complet parce que je ne suis pas quelqu'un qui aimait la lecture. Puis c'était Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki que beaucoup de gens connaissent. Puis j'étais agent de sécurité à l'époque, avant que je sois courtier. Là. Puis il faisait froid, j'étais dans mon auto, puis je surveillais une usine. Puis là, je lisais ce livre-là. Puis là, j'ai compris que tu fais passer de salarié à travailleur autonome, justement entrepreneur, puis à investisseur. Puis tu dis, OK, il faut que je fasse ça. Puis c'est ça qui a semé une graine dans mon cerveau qui a dit, on y va. Puis là, j'ai passé à travailleur autonome. Puis là, j'ai mon entreprise avec 20 courtiers. Et là, je m'en vais vers l'investissement immobilier. Fait qu'il faut vraiment comprendre ce livre-là. Et moi, ça m'a donné des ailes. Podcast. Ton podcast, c'est Courtier du Québec. Je l'ai averti à Jonathan qu'ici, faut qu'il mentionne mon podcast, mais sans blague à part. Mais j'écoute ton podcast. Ouais. Le ring de l'immobilier, pour moi, c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau podcast, je l'écoute. Yes. Mais je l'écoute en l'étudiant, en regardant de la façon que le courtier agit, de la façon qu'il dit ses réponses. Fait que j'écoute tout, puis je prends des nuggets de tout ça, puis ça m'aide à m'améliorer. Là. Bien sûr. Moi, j'ai eu une conversation avec Jean-Sébastien Moeto parce qu'avant, jeune que je suis, moins d'expérience que lui, je le voyais comme une compétition. Il m'a fait comprendre différemment, puis il m'a dit, c'est bien ce que tu fais, c'est bien ce qu'on fait ensemble, parce qu'on fait juste redonner à l'industrie, puis tout le monde, ceux qui sont intéressés vers ton podcast, ils vont écouter. Ceux qui sont intéressés par mon podcast, ils vont écouter. Mais le fait qu'ils nous écoutent, et puis parce qu'on est des bonnes personnes qui essaient d'influencer les gens de la bonne façon, ça va juste aider l'industrie. 100%. Alors ça m'a vraiment changé mon mindset. Parce que je le voyais comme, OK, faut que je le bats. Moi, c'est comme, j'écoute les deux. Puis, vous avez deux façons d'emmener les questions. Puis les réponses vont être différentes aussi. Fait que c'est pour ça que j'aime écouter les deux. Là. Certainement. Je suis bien content. Par la suite, on est devenus des bons amis. J'aime bien JS. Maintenant, pour finir, un petit jeu. Je vais te dire des mots et tu me diras, selon toi, tu me diras, c'est quoi la première chose qui revient par la tête? OK? Qui revient par la tête? Qui passe par la tête? Okay. Tu vois? Tu as compris. Right. Donc, par exemple, si je dis immobilier, tu peux dire pour toi recherche financière, par exemple. Quelque chose comme ça. Right? OK, je suis prêt. T'es prêt? Ouais. Right. Le courtage immobilier. Oui. Passion. L'argent. Je suis comme... J'hésite entre deux, de faire attention parce que je n'ai perdu beaucoup ou c'est comme sky's the limit. T'sais. Amazing. C'est deux bonnes réponses. Ouais. Famille. Important. Leadership. Évolution. Marketing de réseau. Bonne école. Discipline. Crucial. Merci beaucoup, Jonathan. Ça fait plaisir. Ça a été un super podcast. J'ai vraiment aimé. Merci, mon ami. Et si pour ceux et celles qui veulent contacter Jonathan, toutes les informations seront dans la description de la vidéo. On va faire des bonnes promotions pour mettre de l'avant. Merci encore. Puis, y a-t-il quelque chose que tu aimerais peut-être partager avec les gens? Est-ce que tu es ouvert encore à recruter plus de personnes? Tu m'as dit que tu veux te limiter à 20.
On est à 19 courtiers exactement. Puis j'ai une place de disponible. Une place juste disponible? une place de Dans quel disponible. coin, papa, ça? Coin de Belleuil, mais on couvre toute la Montérégie au complet. Là. Amazing. Je viens de Granby, fait qu'on va encore en Estrie, tout ça. Mais il me reste une place, puis j'attends vraiment la perle rare, quelqu'un qui est motivé puis qui est engagé. Donc, une place. Il y a 2 jours, j'avais fait un live. Dans tous les lives, je présente un sujet, je donne un petit coaching. Peut-être pas un coaching, mais une formation. Puis après ça, j'essaie de parler de ma conférence. Je parle de ma conférence. Et dans la formation, je disais comment vendre, comment closer comme James Bond. Right? 007, 007, 007, ça dit mieux en anglais. Alors, une des choses pour rentrer en contact avec une personne qui est vraiment important de faire, c'est d'étudier la personne. Avant de rentrer avant de rentrer en partenariat, avant d'approcher cette personne, si tu étudies cette personne, savoir qu'est-ce qu'il aime manger, c'est quoi l'approche qu'il préfère, c'est quoi ses ambitions, c'est quoi ce qu'il n'aime pas. Mais quand tu vas l'approcher, tu vas exactement savoir quoi faire pour directement attirer son attention. Right? Là, aujourd'hui, vous avez Jonathan a tout dévoilé, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, son mindset. Donc, vous étudiez Jonathan et lorsque vous approchez pour prendre la seule place qui reste, bien, vous allez avoir plus de chances de closer Jonathan. Donc, guys, hein, vous allez me remercier après. Donner la recette. Si jamais Jonathan, il y a déjà son 20e personne, guys, go for it. Parce que des fois, c'est des pensées limitatives qu'on peut se donner parce que Jonathan a dit 20, mais vous pouvez être la 21e personne parce que vous êtes tellement incroyable qu'il veut avoir une personne de plus, right? Donc, laissez pas le chiffre vous affecter. Sur ce, guys, merci beaucoup. Au prochain podcast. Merci, c'est super apprécié. Alright tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.